lancé ce matin une nouvelle salve de missiles contre Israël, Thomas. Au 16e jour de la guerre au Moyen-Orient, des explosions ont été entendues à Tel Aviv. Plusieurs missiles ont été interceptés par Israël alors que Téhéran avait annoncé hier soir sur la télévision d'État ces nouvelles attaques. Le régime de Téhéran qui entend faire savoir qu'il reste debout et menace le Premier ministre israélien. Les gardiens de la révolution jurent de traquer et de tuer Benyamin Netanyahou. Si ce criminel tueur d'enfants est encore en vie, nous continuerons à le traquer, nous le tuerons de toutes nos forces, écrivent les forces du régime sur un message en ligne. Le Liban, désemparé par les frappes et la crise humanitaire, se dit prêt à négocier avec Israël. Beyrouth forme une délégation pour tenter de stopper les frappes israéliennes qui ont déjà tué plus de 800 habitants et jeté des familles sur les routes. Les réfugiés se pressent vers le nord du pays. On compte plus d'1 million de déplacés. Les autorités libanaises tentent de les rediriger vers les centres d'accueil dans la région de Harak, à la frontière syrienne. Claire Cambier, Charlotte Lefetté et Karim Gemayel. C'est dans ces montagnes verdoyantes, tout au nord du Liban, qu'ont trouvé refuge certains déplacés, à 200 km de chez eux. Il n'y avait plus de place à Beyrouth. Les écoles étaient pleines. En montant, il y avait beaucoup d'embouteillages. On a passé 12 heures, même 14 heures sur la route. Dans cette école, 200 réfugiés qui s'adaptent comme ils peuvent. Cette mère de famille est reconnaissante, mais elle estime que l'aide arrive moins rapidement ici. On a besoin de couverture et on n'a pas de quoi nourrir les enfants. Faire venir l'aide humanitaire, ouvrir davantage d'écoles, c'est l'objectif des autorités pour développer l'accueil dans la région. Dans ce petit village, celle-ci vient tout juste d'ouvrir. Elle accueille 4 familles venues de la nouvelle zone évacuée. Là, c'est la chambre où je dors avec ma femme. J'ai 4 enfants, dont un petit bébé. Alors que nous discutons avec Moussa, il reçoit cette vidéo. Cette frappe, mon frère me l'a envoyée à l'instant. Ça, c'est chez nous, dans le village. Allez, fais confiance à Dieu. Prends la route et viens. Lui et sa femme confient que certains réfugiés craignent de venir si près de la Syrie. Le déploiement de milliers de soldats syriens à la frontière inquiète. Des rumeurs disent qu'ils veulent entrer ici. La Syrie l'assure, il ne s'agit que de mesures défensives. Du côté américain, Donald Trump appelle à constituer une large coalition de pays pour débloquer le détroit d'Ormuz. Face à la perspective d'une guerre d'usure, le président américain surprend. Il affirme que d'autres pays doivent escorter les pétroliers dans un message sur son réseau social. Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé par une nation totalement décapitée. Dans un entretien chez nos confrères de NBC, Donald Trump projette également toute l'idée d'accord avec le régime iranien. Simon Kremer. C'est depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride que Donald Trump annonce hier dans une interview refuser des négociations avec l'Iran. L'Iran veut conclure un accord et je ne veux pas le conclure car les conditions ne sont pas encore suffisamment bonnes. Au cœur des tensions, le blocage par Téhéran du détroit d'Ormuz, où transitent 20% des approvisionnements mondiaux de pétrole brut. L'axe, vidé par la guerre, est un moyen de pression pour les Iraniens qui demandent le départ des Américains. La présence américaine dans le golfe Persique est la principale cause d'insécurité depuis 50 ans. Il est impossible d'instaurer la sécurité dans la région du golfe Persique sans le retrait des États-Unis. Une requête à laquelle n'entend pas répondre Donald Trump. Vendredi soir, les États-Unis frappent l'île stratégique de Karg et comptent maintenant sur l'appui d'autres puissances. Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres pays affectés enverront des navires dans la région. Donald Trump n'exclut pas non plus de viser à nouveau l'île iranienne. Nous pourrions la frapper encore quelques fois, juste pour le plaisir. La sécurisation du détroit s'annonce délicate selon cet expert. Aujourd'hui, on a les missiles et les drones, bien évidemment. Donc là, il faudra à minima avoir une couverture aérienne. Mais il faut aussi penser à la menace des mines. Là, c'est aussi un autre problème. Depuis le début de la guerre, moins d'une centaine de navires auraient franchi le détroit, contre 1229 durant la même période l'année dernière. Et au 16e jour de la guerre contre l'Iran, la promesse d'une offensive courte s'éloigne. Les Américains commencent à dresser le coût des opérations au Moyen-Orient. 10 milliards de dollars, c'est ce qu'aurait coûté la guerre depuis les premiers jours selon plusieurs estimations. Le conflit risque de coûter encore plus cher aux États-Unis, oui, mais à quel point, Léa Nabol? Des milliers de missiles, le déploiement de 2 porte-avions et de ces centaines d'avions de chasse. L'offensive américaine est coûteuse,
Plus de 11,3 milliards de dollars dépensés en 2 semaines selon plusieurs sources américaines. On estime aujourd'hui que c'est une guerre qui coûterait plus d'1 milliard de dollars par jour. Les États-Unis ne sont pas en économie de guerre et qu'à un moment donné, la question va se poser de savoir qui est capable de tenir le dernier quart d'heure de la guerre. Des munitions également en quantité limitée. Des années de stock auraient été épuisées en 16 jours de guerre. Même quand vous êtes une telle puissance économique et militaire, vous avez un taux, par exemple, d'intercepteurs qui est limité. Et en l'espace de 2 minutes, quand on tire une douzaine de patriotes, bien on vient de tirer 2% de tout ce que les Américains fabriquent par an. Selon des sources américaines, la marine pourrait subir les conséquences de ces dépenses massives pendant plusieurs années. Le conflit et ses annulations, le régime iranien poursuit ses ripostes avec des frappes à Manama, au Bahreïn ou en Arabie Saoudite et contraint donc les deux pays à annuler les grands prix de Formule 1. Régulièrement frappés ces 16 derniers jours, les deux pays arabes du Golfe ont annoncé qu'ils renonçaient aux qualifications et aux courses initialement prévues en avril prochain. À 8h39, la suite de votre édition spéciale sur LCI. La guerre est-elle entrée dans sa phase décisive? C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités israéliennes. Pour le chef d'état-major, plus de 60% des lanceurs de missiles iraniens ont été détruits, ainsi que 80% des systèmes de défense aérienne du pays. Écoutez-le. La lutte mondiale et régionale contre l'Iran, menée par le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s'intensifie et entre dans une phase décisive qui se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. Et on va retrouver en direct de Tel Aviv notre correspondante Bethsabée Salem signe que la guerre s'intensifie justement. Bethsabée, de grosses explosions ont retenti depuis cette nuit à Tel Aviv. Oui, alors à Tel Aviv, effectivement, vers 2h du matin, il y a eu 3 sirènes qui ont résonné l'une après l'autre. Et à chaque fois, on a entendu de très fortes détonations au loin dans le ciel, sans doute à cause des interceptions. Il faut savoir que la nuit dernière, toutes les heures, eh bien, le régime iranien est parvenu à tirer des missiles en direction du territoire israélien. Toutes les zones d'Israël ont été concernées avec des dégâts matériels importants dans les villes de Holon et Rameh où nous nous trouvons en ce moment près de Tel Aviv. Donc le régime iranien qui, en dépit des attaques sur son territoire, parvient à tirer encore des missiles. Et puis à noter qu'il y a eu aussi des tirs en provenance du Liban cette nuit avec les sirènes qui ont résonné vers 6h du matin à Tel Aviv en raison de roquettes tirées par le Hezbollah. Le Hezbollah qui, selon les médias israéliens, posséderait plus de 25 000 roquettes encore dans son arsenal. Merci beaucoup Bethsabée Salem et merci à Liat Lerner qui a permis les images de ce duplex. Grégory Philippe, est-ce que vous voyez, vous, une percée décisive, une phase décisive abordée au 16e jour de ce conflit? Écoutez, la réponse, elle vient de Bethsabée. Vous avez entendu, l'Iran et le Hezbollah sont encore tout à fait capables de tirer ou des missiles ou des drones. Donc Israël annonce peut-être la phase 2 de ce conflit, mais en tout cas au 16e jour, on voit que la force de frappe iranienne est encore là malgré d'intenses bombardements depuis américains et israéliens depuis le 28 février. Frappe aussi sur les États du Golfe. Vous avez vu, Manama, la capitale de Bahreïn, a encore été frappée ce matin. Donc les Iraniens n'ont pas perdu de leur capacité de nuisance militaire avec des missiles, avec des drones, et puis la nuisance économique dont on a beaucoup parlé ce matin, à savoir le blocus du détroit d'Ormuz. Donc on n'est pas, à mes yeux en tout cas, dans une phase où la domination israélienne et américaine est totale, loin de là. C'est ça, vous êtes d'accord, Anna Bassiste, l'Iran en a encore sous le pied, comme on dirait, ils ont encore des capacités de riposte et d'attaque, et pendant combien de temps est-ce qu'on peut